Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la politique monétaire de l'UMOA et plus précisément sur les décisions de décembre 2025. Alors, derrière les annonces de la Banque centrale, il y a une situation économique assez surprenante. On va décrypter ça ensemble pour bien comprendre ce que ça implique pour toute la région. Et si, pour une fois, on parlait de prix qui baissent? Oui, c'est bien ça. Alors que partout ailleurs, on lutte contre l'inflation, la zone UMOA, elle, vit quelque chose de complètement différent. C'est un phénomène assez rare qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà le chiffre, moins 1,3%. Au troisième trimestre 2025, le coût général de la vie a reculé. Attention, on ne parle pas d'un simple ralentissement de la hausse des prix, non. On parle bien d'une baisse nette. En moyenne, les prix ont diminué de 1,3%. C'est un chiffre qui, dans le contexte actuel, paraît presque incroyable. Mais ce qui est encore plus étonnant, ce n'est pas tant cette baisse des prix, non. Le vrai paradoxe, c'est que ça arrive au moment même où l'économie, elle, tourne à plein régime. On est très loin d'une récession. Au contraire, la région est en pleine croissance. C'est cette situation un peu contre-intuitive qu'on va essayer de comprendre. Et la preuve de ce dynamisme, c'est ce chiffre, 6,6%. C'est le taux de croissance économique pour ce même troisième trimestre. C'est une performance vraiment solide, bien au-dessus de ce qu'on observe dans beaucoup d'autres parties du monde. Ça montre bien que l'économie de la zone est en pleine forme. Alors, qu'est-ce qui tire l'économie vers le haut? Eh bien, il y a trois grands moteurs. D'abord, l'agriculture. Une campagne agricole très productive a permis de bien approvisionner les marchés. Ensuite, il y a les investissements publics, notamment dans les infrastructures. Et enfin, le secteur du commerce et des services est lui aussi très dynamique. C'est vraiment ce trio qui porte la croissance. Bon, revenons à notre mystère. Comment est-ce possible d'avoir une économie qui carbure et en même temps des prix qui baissent? C'est ça la grande question. Pour y voir plus clair, il faut déjà mettre un nom sur ce phénomène. On parle d'inflation négative ou de déflation. En termes très simples, ça veut dire que l'argent prend de la valeur. Avec la même somme, on peut acheter plus de choses qu'avant. Dans le cas de l'UMOA, les raisons principales, c'est la baisse des prix de certains produits alimentaires et une énergie devenue plus abordable. Et au quotidien, qu'est-ce que ça change? Eh bien, l'impact est très concret pour les ménages. Ça veut dire que le panier de courses coûte un peu moins cher, que le coût de l'énergie pèse moins dans le budget. Bref, c'est une vraie bouffée d'air qui redonne du pouvoir d'achat. Face à cette situation économique si particulière, une question se pose. Comment réagit la Banque centrale, la BCEAO? C'est elle qui tient les rênes de la politique monétaire. Alors, quelle a été sa stratégie? La BCEAO a procédé en deux temps cette année. D'abord, en juin, elle a baissé un peu ses taux d'intérêt pour soutenir l'activité. Et puis, en décembre, elle a décidé de ne rien changer. Un choix de stabilité, en quelque sorte, pour laisser le temps à ces premières mesures de faire effet et pour observer l'évolution. Le taux directeur principal reste donc à 3,25%. Pour faire simple, c'est le taux auquel la BCEAO prête de l'argent aux banques commerciales. En le gardant à ce niveau, l'idée est de faire en sorte que l'argent ne soit pas trop cher pour que les banques puissent prêter plus facilement aux entreprises et aux particuliers et donc pour continuer à alimenter la croissance. Et ça crée une sorte d'effet domino dans toute l'économie. Des taux bas pour la Banque centrale, ça veut dire des prêts plus faciles à obtenir pour les banques, qui peuvent ensuite prêter plus facilement et à de meilleures conditions aux entreprises qui veulent investir et aux particuliers qui ont des projets. C'est un cercle vertueux. Alors là, on pourrait se poser une question assez logique. Si l'économie va bien et que les prix baissent, pourquoi ne pas baisser encore plus les taux? Pourquoi ne pas appuyer encore plus sur l'accélérateur pour stimuler l'économie? Et la réponse à cette très bonne question tient en un seul mot, la prudence. La BCEAO ne regarde pas seulement la photo d'aujourd'hui. Son travail, c'est aussi d'anticiper les risques de demain pour s'assurer que l'économie reste stable sur le long terme. Parce que des risques, il y en a. La BCEAO surveille de près plusieurs facteurs qui pourraient tout changer. On pense aux tensions géopolitiques qui persistent, à la menace du changement climatique sur l'agriculture qui est si importante pour la région, ou encore à l'instabilité des marchés internationaux. Et bien sûr, il faut toujours veiller à la stabilité de la monnaie. Un rien pourrait faire repartir les prix à la hausse. Et c'est là toute la mission de la BCEAO. C'est un peu un numéro d'équilibriste. Il faut soutenir la croissance aujourd'hui, mais sans prendre le risque de voir les prix s'envoler demain. C'est cet équilibre délicat qui guide toutes ces décisions. Bon, alors si on résume, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement? Comment est-ce que cette politique monétaire se transforme en opportunité, que ce soit pour l'économie en général ou même pour l'épargne? En fait, on peut voir ça comme une chaîne de conséquences positives. La BCEAO maintient des taux bas. Le résultat, c'est que l'accès au crédit est plus facile. Et l'opportunité derrière ça, c'est que les entreprises peuvent investir et se développer.
De la même manière, cet environnement stable, ça rassure, ça donne confiance et ça se voit par exemple sur la bourse régionale, ce qui peut créer de la richesse. Et un exemple très parlant, c'est justement la BRVM, la bourse régionale. Son indice principal a grimpé de 6% au troisième trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs ont confiance en l'avenir de l'économie de la région et que l'épargne, quand elle est bien investie, peut vraiment participer à cet élan. Donc, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? Premièrement, l'économie de la zone UMOA est solide et en pleine forme. Deuxièmement, les prix sont sous contrôle pour l'instant, ce qui est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Troisièmement, les conditions pour emprunter sont plutôt bonnes. Mais, et c'est le point crucial, il faut rester très vigilant face aux risques qui viennent de l'extérieur. Finalement, comprendre tout ça, c'est la première étape. Dans ce contexte de croissance forte et de crédit accessible, la grande question qui se pose est la suivante. Comment l'épargne peut-elle être mise à contribution pour accompagner ce dynamisme et financer les projets d'avenir? C'est une réflexion intéressante que cette situation économique nous propose. Et si la Côte d'Ivoire venait de nous envoyer un des signaux économiques les plus puissants de ces dernières années? Quelque chose d'important vient de se passer et ça pourrait bien redessiner la carte des opportunités, que ce soit pour les investisseurs ou pour les citoyens. Oui, tout s'est joué à la fin de l'année 2025. Un changement majeur a eu lieu. Et attention, on ne parle pas d'un petit indicateur parmi d'autres, non. Là, c'est un vrai vote de confiance, avec des répercussions très profondes pour toute l'économie du pays. Parce qu'au-delà des grands titres, des chiffres, des rapports, la vraie question, elle est là. Comment est-ce que cette nouvelle, qui peut sembler un peu lointaine, se transforme en opportunité réelle et concrète? C'est exactement ça qu'on va décortiquer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le cœur de l'actualité, c'est une décision qui a été prise en décembre 2025. Et pas par n'importe qui, par l'une des plus grandes agences de notation au monde, Fitch Ratings. Ce changement de note, ce n'est vraiment pas anodin. C'est un peu comme un alignement des planètes. Ça crée un moment clé, un moment stratégique où il devient super pertinent de s'intéresser à sa propre économie et, pourquoi pas, d'envisager d'y jouer un rôle actif. Mais avant de plonger dans l'analyse de cette note, prenons juste un instant de recul. Il faut comprendre sur quoi elle repose. Parce que cette confiance, elle ne sort pas d'un chapeau. Non, elle est bâtie sur des fondations économiques bien solides. Regardez ce chiffre, 6,6%. C'est la croissance économique de la zone UMOA au troisième trimestre 2025. Un chiffre donné par la BCEAO. Franchement, dans le contexte mondial actuel un peu instable, c'est une sacrée performance. Ça montre une résilience et un dynamisme qui forcent le respect. Et cette croissance, elle n'est pas virtuelle, elle s'appuie sur du concret. Une agriculture qui gagne en productivité, des investissements énormes dans les infrastructures pour mieux connecter le pays, un commerce qui tourne à plein régime et des industries locales qui créent de la valeur et bien sûr des emplois. Bien, maintenant que le décor est planté, revenons à notre événement principal, ce fameux verdict de l'agence Fitch. Qu'est-ce qu'ils ont dit au juste? Et surtout, pourquoi c'est si important? Pour faire simple, il faut imaginer la note souveraine comme une sorte de score de confiance, mais pour un pays tout entier. Plus la note est bonne, plus les investisseurs du monde entier se disent « Ok, ce pays est fiable, on peut lui prêter de l'argent en confiance ». Et là, le progrès est très clair. La Côte d'Ivoire passe de la note BB- à BB, tout en gardant une perspective stable. Ça peut paraître technique, mais croyez-moi, c'est un vrai bond en avant. C'est une grosse marche de gravie. Cette nouvelle note, c'est bien plus qu'un simple code. C'est la reconnaissance d'une vraie stabilité politique, d'une gestion sérieuse du budget et d'une croissance qui s'inscrit dans la durée. C'est un véritable label de qualité sur la scène internationale. Et pour bien mesurer l'ampleur de la chose, il faut savoir que la Côte d'Ivoire se place maintenant juste derrière le Maroc. Elle devient la deuxième meilleure signature de crédit de toute l'Afrique subsaharienne. C'est une performance vraiment remarquable. Ok, donc la note est meilleure. Et après ? Quelles sont les conséquences concrètes? Eh bien, ce simple changement déclenche un véritable effet domino positif sur toute l'économie. C'est une réaction en chaîne, un cercle vertueux. Une meilleure note, ça veut dire que l'État peut emprunter de l'argent à des taux d'intérêt plus bas. Cette économie, elle profite ensuite aux banques, qui peuvent à leur tour prêter de l'argent à de meilleures conditions aux grandes entreprises du pays. Et ça vient directement booster leur croissance. Et qui sont les premières à en profiter? Eh bien, ce sont les poids lourds de l'économie, les moteurs de la zone UMOA. On parle des banques, de l'agro-industrie, du secteur de l'énergie, des télécoms. Bref, tous ces secteurs stratégiques vont directement bénéficier de ce nouvel environnement financier beaucoup plus favorable.
On en arrive donc au point crucial. Comment est-ce que cette information économique de haut niveau peut se transformer en une opportunité personnelle? Comment passer du rôle de simple spectateur à celui d'acteur de cette dynamique? On a souvent cette idée, un peu tenace, que la finance, l'investissement, tout ça c'est compliqué, c'est inaccessible. Mais honnêtement, cette époque est révolue. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé, les portes d'entrée se sont démocratisées, notamment grâce à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. La première possibilité, c'est de devenir actionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire acheter une petite part des entreprises leaders du pays, celles qui sont en première ligne pour profiter de la croissance. C'est une façon très concrète de parier sur leur succès et d'y être associé. La deuxième grande voie, c'est de devenir créancier de l'État. Là, en investissant dans ce qu'on appelle les obligations du Trésor, on prête directement de l'argent à son propre pays. Cet argent sert à financer les routes, les écoles, les hôpitaux. C'est un investissement qui a du sens, qui est local et qui est structurant pour l'avenir. Donc, si on résume, on a une économie qui tourne bien et une confiance internationale qui est de retour. Tous les voyants semblent être au vert. Le contexte est clairement porteur. Mais attention, l'enthousiasme c'est bien, mais ça ne remplace pas la prudence. Il ne s'agit surtout pas de se lancer à l'aveugle ou de spéculer. La clé du succès, ça reste la méthode. Bien se renseigner, prendre le temps de comprendre, sélectionner des entreprises vraiment solides et surtout, toujours avoir une vision à long terme. Le timing est aussi particulièrement intéressant. Cette fin d'année 2025, c'est une sorte de fenêtre d'opportunité idéale pour analyser tranquillement la situation, se former un peu et commencer à préparer ses décisions pour l'année qui vient. En conclusion, on peut dire que les fondamentaux sont là, la confiance est de retour et les portes d'entrée sont plus ouvertes que jamais. La question, finalement, ce n'est plus de savoir s'il y a une opportunité, mais plutôt de savoir qui sera prêt à la saisir.